Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a regagné Conakry ce soir. Professeur Alpha Condé était à Londres où il a assisté à l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II. Le cérémonial d'accueil dans un instant. Le chantier Weli Kakimo, le site abrite actuellement les travaux de construction d'un complexe hôtelier de haut standing. La première phase comprendra 2 tours de 25 étages. La Guinée, championne d'Afrique de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boules et pétanque. Les boulistes guinéens ont battu en finale leurs homologues de l'île Maurice sur le score de 13-7 au Royaume du Maroc. Bonsoir, le président de la République a regagné Conakry ce soir au terme d'une visite de travail à Londres. Professeur Alpha Condé a pris part à une cérémonie du G8 consacrée à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Le chef de l'État a également assisté au défilé militaire à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II. Le cérémonial d'accueil à l'aéroport de Conakry avec Mahmoud Bari. C'est sur invitation du Premier ministre britannique David Cameron que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part au sommet du G8 consacré à la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Le président de la République a également assisté au défilé militaire à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II. C'était le 15 juin dernier. Un déplacement qui a permis au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de parler des réformes engagées par les autorités de la Troisième République. Il a mis son séjour à profit pour expliquer aux hommes d'affaires et autres multinationales sa détermination à renforcer le partenariat entre la Guinée et tous ceux qui désirent investir en Guinée. À sa descente d'avion, professeur Alpha Condé s'est prêté à nos questions. C'était aussi pour assister avec la préparation du G8, d'assister à un débat le 15 avec le Premier ministre britannique et le vice-premier ministre. Et sur les 3 termes en anglais, transparency, tax and trade, c'est-à-dire la transparence dans le contrat minier et les contrats de pétrole, le commerce juste et la lutte contre les paradis fiscaux. Comme la Guinée a fait un très bon code et nous avons publié tous les codes miniers, la Guinée apparaît aujourd'hui comme le chef de file de la transparence dans la politique minière. Donc nous avons été, quand le chef d'État a invité, le président Macky Sall qui est président du Népal, le président du Ghana et le président de Tanzanie. Donc nous avons eu les débats très très enrichissants sur la nécessité d'amener les sociétés minières à payer correctement les ressources et aussi d'avoir le commerce juste et non pas l'échange inégal comme actuellement. Excellence, Monsieur le Président, après cette rencontre, vous avez eu aussi d'autres contacts avec des investisseurs. Que peut-on attendre après, Excellence? D'abord, on a eu 2 journées sur la Guinée, sur les investissements. Une première journée avec le ministre des Finances, une deuxième journée avec le ministre des Mines. Et ça, c'était avec Invest in Guinée. C'est-à-dire beaucoup de sociétés anglo-saxonnes, canadiennes, américaines, australiennes, anglaises. Donc ensuite nous avons eu des rencontres avec la presse. Nous avons fait beaucoup d'interviews au niveau de la presse économique, de la télévision. Donc c'est très important parce que la City c'est quand même un très grand centre financier. Et aujourd'hui les grands pays miniers c'est le Canada, les États-Unis, l'Australie et les sociétés britanniques. La dernière question, Excellence. À Paris, vous avez rencontré Abdoul Diouf. Peut-on savoir la quintessence de cette rencontre? À Paris, j'ai été remercié le président Abdoul Diouf pour tout l'accompagnement que la francophonie nous a fait. Donc c'était extrêmement important pour moi d'aller rencontrer le président Abdoul Diouf et le remercier. Ce déplacement aura été l'occasion pour le président de la République d'échanger avec la presse occidentale sur les réalités guinéennes, mais aussi les opportunités qu'offre Dame Nature à la Guinée. À Londres, il a surtout été question pour la délégation guinéenne de rencontres avec des investisseurs. Les énormes potentialités minières du pays et le code minier ont été présentés aux hommes d'affaires britanniques par le ministre des Mines. Sanassi Keita revient sur cette rencontre.
La gestion correcte des ressources minières guinéennes. En un mot, la transparence. C'est en substance ce qui ressort de cette déclaration du ministre des Mines et de la Géologie. J'ai été clair par rapport aux dispositions prises dans le code minier en termes de bonne gouvernance, en termes de lutte contre la corruption, en termes de transparence. Je les ai fait comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, la Guinée a pris toutes les dispositions au niveau de son code minier pour assurer aux investisseurs la sécurité de leur investissement. Aux investisseurs britanniques, le ministre Mohamed Lamine Fofana a témoigné de sa volonté à œuvrer en faveur d'un partenariat stratégique. Nous, gouvernement du professeur Alpha Condé, nous sommes pour le partenariat stratégique. Et même au-delà, que nous considérons aujourd'hui le monde minier comme des clients à notre pays. Clients à notre pays veut dire que nous sommes là à leur écoute et nous sommes tout le temps en train de rechercher la manière la plus appropriée pour les satisfaire. La deuxième partie, c'est à propos de la potentialité de notre pays. J'ai parlé des réserves de fer que nous avons, des réserves de bauxite que nous avons, d'or et de diamants, ainsi que les métaux rares. Et quatrièmement, nous avons essayé de passer en revue la problématique de la réalisation des infrastructures pour l'évacuation des produits miniers, leur transport et leur évacuation vers les marchés. Voilà, tout semble bien parti donc ici à Londres entre la délégation guinéenne conduite par le président de la République et les investisseurs au cours de ce forum organisé sur la Guinée. Un forum pour davantage étudier toutes les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Et puis ce communiqué de la présidence de la République, l'unité de gestion du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité organise une session de la commission d'orientation stratégique le mercredi 19 juin 2013 à 10h au Palais Sékou-Touré sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique. Y sont conviés les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, les ambassadeurs des pays impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, les représentants du système des Nations Unies, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Le responsable de l'unité de gestion, Dr Mohamed Diani. La société civile au service de la bonne gestion des ressources minières des agents sont en formation sur les techniques de communication et de plaidoyer sur l'initiative de transparence dans les industries extractives. L'ONG Publiez ce que vous payez finance l'atelier. Reportage Mohamed Sanko. La Guinée, considérée comme scandale géologique, ne profite pas normalement des retombées financières de l'exploitation de ces riches minerais. C'est cette inquiétude que la présente rencontre, axée sur les techniques de communication et de plaidoyer sur les mines et de l'ITE, tente de répondre. Pour publier ce que vous payez Guinée, seuls des acteurs bien formés, délivrant des plaidoyers appropriés et pertinents, sont capables d'avoir l'écoute, l'attention et l'approbation de l'État, des sociétés minières et des partenaires techniques et financiers. Les sujets liés à la communication, à la méthodologie du développement du plaidoyer, la formulation des messages et le développement de l'argumentation, ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de plaidoyer seront évoqués par la trentaine de participants venus des 4 régions naturelles du pays. Il faut que ce coût qui garantit la transparence soit pris en charge. Si ce coût n'est pas pris en charge, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune entité qui peut se mobiliser d'une façon durable dans la recherche de la transparence et de la bonne répartition des ressources. Il faut maîtriser d'abord les documents légaux, notamment le nouveau code minier, le cadastre minier et tout le cadre juridique et institutionnel, insiste le secrétaire général du ministère des Mines. Je tiens à vous demander de redoubler d'efforts afin qu'aux côtés de l'État et des sociétés minières que nous arrivons
à réussir la validation de l'ITIE Guinée au soir du 26 avril 2014. À travers cette rencontre, la structure Publiez ce que vous payez voudrait maximiser la participation de la société civile dans l'optique de la bonne gouvernance dans le secteur des mines en Guinée. Le chantier Weli Kakimbo dans la commune de Ratoma, le site abrite actuellement les travaux de construction d'un complexe hôtelier de haut standing. La première phase comprendra 2 tours de 25 étages, soit 50 appartements. Le ministre de l'Urbanisme était ce matin sur le chantier pour mesurer l'ampleur des travaux. Reportage Saint-Martin, Francine Adounou. Weli Kakimbo n'est pas seulement un complexe hôtelier. C'est aussi un programme de promotion immobilière de très haut standing dont la réalisation est prévue en 3 phases. La première porte sur un ensemble de mobilier de 2 tours de 25 étages comportant 50 appartements de luxe. Lancés il y a juste 6 mois, les travaux de cette phase dureront 3 ans. Ils coûteront 50 millions de dollars américains. 2 immeubles de 25 étages avec 3 étages souterrains de parking. Qui va être terminé et prêt à l'utilisation vers la fin 2015. On emploie plus de 300 Guinéens aujourd'hui à temps plein, indépendamment de ça. L'investissement que nous sommes en train de faire, ça va inciter beaucoup d'autres investisseurs à venir en Guinée parce qu'ils sauront qu'il y a la confiance. Les 2 dernières phases de ce chantier nécessitent des investissements avoisinant 150 millions de dollars américains. 5 immeubles avec toutes les commodités à usage commercial y seront aussi réalisés. Pour les professionnels de l'habitat, ce chantier est le plus important programme immobilier de la Guinée. Nous avons affaire à un type de bâtiment qu'on est en train de construire qui n'a jamais été construit chez nous. Donc c'est un monde nouveau que nous sommes en train d'aborder. Nous allons faire en sorte que nos propres cadres passent ici régulièrement pour voir concrètement les nouvelles normes qu'on est en train d'appliquer ici. Bâti sur un site de 10 hectares octroyé par l'État guinéen, ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé. Les promoteurs sont des investisseurs basés à Hong Kong. À travers le groupe Castor, ils ambitionnent d'y faire une véritable zone industrielle. Le ministre délégué à la Défense nationale s'est entretenu avec le nouvel attaché militaire auprès de l'ambassade d'Angola en Guinée. Il s'agit d'une rencontre de prise de contact. Au menu des entretiens, le raffermissement de la coopération militaire entre Conakry et Luanda. Le point avec sergent Alassane Diaby. José Muzimbo est le nouvel attaché militaire auprès de l'ambassade d'Angola en Guinée. Cet officier reçu par le ministre délégué à la Défense nationale est à sa première prise de contact avec la hiérarchie militaire guinéenne. Eu devo dizer que estou muito satisfeito da forma como fui recebido. Il est sûr que ces 2 pays vont pouvoir se développer dans la coopération militaire. Premièrement, ils vont identifier quels sont les domaines dont la Guinée a plus besoin et selon les potentialités économiques angolaises pour pouvoir aider la coopération des 2 ministères de la Défense. Après le rappel des liens de fraternité et d'amitié existants entre l'Angola et la Guinée, Maître Abdoul Kabele Camara rassure José Muzimbo de la disponibilité de la hiérarchie militaire à œuvrer dans le sens de la réussite de sa mission. Sachez que les forces armées guinéennes seront à vos côtés. Et en tout cas, les portes du département seront toujours ouvertes. Vous pouvez frapper à tout moment. Nous travaillerons ensemble pour le raffermissement de cette coopération militaire. Réunion de cabinet au ministère de la Communication élargie aux directions nationales. Cette rencontre périodique a permis au ministre Toba Césaire Pogomou et à ses cadres de porter un regard critique sur le fonctionnement et l'équipement des médias de service public. Ousmane Bangoura, compte rendu. Le respect de l'éthique et de la déontologie sont entre autres points débattus lors de cette réunion technique élargie aux différentes directions nationales et générales du ministère de la Communication. Suite aux difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, notamment la vétusté des installations, le manque de tables de montage, le budget de production et autres véhicules de transport. Le ministre a indiqué que de nouvelles démarches ont été entreprises en faveur de la RTG en général et de Boulbiné en particulier, où rien ne semble aller pour le mieux. Ce que je vois, Boulbiné, tout est à refaire.
Vous venez, c'est pas pour colmater avec une étoile quelque part. Non. Je crois que chacun de là-bas, ça peut être pirogue parce que quand il pleut, c'est lamentable. Ces mesures qui peuvent qualifier la prestation des deux RTG ont été appréciées par les cadres. Les résultats qui sont donnés par le ministre en ce qui concerne le transport du personnel, je pense qu'entre autres décisions, ces décisions vont nous permettre de mieux travailler et de soigner l'image justement de la RTG Koloma comme celle de Bolbiné. L'achat de 2 bus de 15 places chacun pour les 2 stations, la mise en place d'une commission consultative pour identifier et examiner l'ensemble des problèmes et d'autres promesses pour faire de la RTG un véritable outil de changement au service de la nation ont été abordés par le ministre et ses cadres. Et puis, cette formation sur l'écriture journalistique, elle est destinée aux diplômés de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. La formation était axée sur la différence entre l'écriture littéraire et journalistique. Le résumé de ces 2 jours d'exercice avec notre reporter Momodo Alpha Baldé. Des étudiants de l'Université de Sonfonia s'intéressent à l'écriture journalistique. Une centaine, ils constituent la 4e promotion du système LMD de l'institution. En fin de cycle, ils se familiarisent avec les techniques rédactionnelles en journalisme. Et je pense que c'est pas mal que des hommes de lettres s'intéressent aux journalistes parce qu'aujourd'hui, disons, le métier est en train d'évoluer. On tend vers plutôt la spécialisation. Donc des hommes diplômés en lettres apprennent à écrire en journalisme. C'est un atout pour eux. Pour ceux qui voudront continuer l'aventure, ils chercheront à renforcer ce que nous avons vu pour leur permettre justement d'avoir des compétences en matière de journalisme. La formation a duré 2 jours. Essentiellement consacré au processus de production de l'information, des exercices intensifs sur le choix de l'angle et la technique de la pyramide inversée ont animé les travaux. L'initiative permet aux étudiants de diversifier leurs connaissances. Un homme de lettres, c'est un homme complet. Lorsque vous prenez certains journalistes comme les David Poujada et tant d'autres, ils sont très nombreux. Beaucoup ont fait lettres modernes aussi. Nos jeunes étudiants que nous formons régulièrement au département de lettres modernes sont majoritairement recrutés dans les radios privées de la place et même dans la presse privée. Donc cette formation complémentaire leur permettra à coup sûr de chercher à plusieurs endroits à travailler. 2 jours de formation n'ont pas fait de moi un journaliste, mais ça m'a permis tout de même d'avoir les b.a.-ba du journalisme. Nous a fait comprendre la distinction entre le style de rédaction à la radio, à la télévision et dans les journaux. Cette formation en écriture journalistique est une première dans cette université. Ces responsables souhaitent pérenniser l'initiative alors que ces diplômés en lettres modernes de l'Université de Sonfonia quittent le campus universitaire avec une compétence en plus. Le tour de Guinée pour la répartition des fonds de microcrédit alloués par le chef de l'État. Les jeunes et groupements féminins de la ville de Fria se sont partagés la somme de 560 millions de francs. La délégation de l'Agence nationale de la microfinance a également expliqué les modalités de remboursement. Reportage Baba Kouyaté. La préfecture de Fria reçoit sa part du fonds du microcrédit initié par le président de la République au profit des couches vulnérables. C'est en lançant ce fonds de cette préfecture touchée par le chômage que l'Agence nationale de la microfinance a souligné aux populations les enjeux liés à la mise en œuvre du fonds de solidarité. Dès demain, Kafodeg va commencer à prendre le dossier pour octroyer le crédit à toutes les femmes et à tous les jeunes de Fria, parce que c'est un crédit revolving. Et Hamira a déjà commencé à donner aujourd'hui plus de 60 millions à des femmes vendeuses de petits condiments et autres des marchés. Fria bénéficie de 560 millions de francs guinéens au titre du fonds destiné aux activités génératrices de revenus. Le Centre d'appui et de formation pour le développement, l'épargne, crédit et de l'éducation civique CAFODEG et Amigara, traduit du Maninka, l'espoir comblé, servent d'interface entre l'ANAMIF et les bénéficiaires du fonds. Déjà, 6 groupements de femmes ont reçu chacun 5 millions de francs guinéens de l'institution nationale spécialisée dans l'appui à l'économie sociale solidaire. L'argent qu'on a eu, on est content, on va respecter l'engagement, on est derrière Monsieur le Président. Donc vraiment, actuellement, les femmes souffrent, mais ce qu'on a eu là, on va respecter l'engagement. Cette action du gouvernement vient à point nommé à Fria.
Depuis plus d'un an, l'usine d'Almine qui emploie plus de 3000 personnes est en arrêt. Les Friakas apprennent donc à vivre autrement. Amener les citoyens à reconnaître le mérite d'autrui. Le thème paraît banal, voire insolite, mais il a inspiré un meeting de sensibilisation organisé par une ONG de Conakry. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Matoto. L'objectif est de faire un plaidoyer en faveur de l'unité nationale. Les explications de Francis Kouli. Connaît des avancées pour la tenue des législatives inclusives, les populations à la base continuent dans leur mobilisation pour que l'intérêt national soit au premier plan. Beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis par le professeur Alpha Condé. Au nom de ces efforts, il faut noter l'amélioration de la gestion macroéconomique et financière ayant abouti à la mise en œuvre d'une meilleure politique budgétaire et monétaire. La réforme de l'armée nationale, le renforcement du cadre institutionnel et la moralisation de l'administration publique. L'acceptation du prochain, le mérite d'autrui et la recherche de l'intérêt général sont les concepts développés durant ce meeting. Le message que nous devons passer, c'est un message de paix. Elle a dit, entente nationale pour le développement durable. Ça veut tout dire. Par ailleurs, les membres de l'Entente nationale pour le développement durable demandent que le fonds de microfinance du président de la République soit élargi à tous les Guinéens. Les associations et ONG d'ANTA dans la commune de Matoto entendent eux aussi bénéficier de ce fonds. Santé avec la célébration demain de la journée mondiale de la drépanocytose. Cette année, il est question de communiquer pour mieux faire connaître cette maladie et ses conséquences. En Guinée, la drépanocytose a déjà causé beaucoup de dégâts. Sori de Kira. Cette journée mondiale de la drépanocytose en Guinée est l'occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de faire le point de la situation sur cette maladie dans le pays, informer les populations sur les défis en vue d'engager les actions à mener pour contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due à la maladie. La forme homozygote de la drépanocytose, héritée des deux parents, est à l'origine de décès de sévères handicaps physiques et d'échecs scolaires et professionnels des malades et de leurs proches. Face à cette situation, des efforts importants sont à mener pour lutter contre la drépanocytose, une maladie encore méconnue dans notre pays qui fait cependant des ravages dans les ménages. À ce jour, aucune structure nationale spécialisée de prise en charge pour les sujets drépanocytaires n'est disponible. Ces malades sont soignés comme tout autre. Les agents de santé impliqués dans la prise en charge n'ont pour la plupart pas bénéficié d'une formation spécifique à la drépanocytose. Peu de médicaments prescrits figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels en vigueur. Comme on le voit, des interventions doivent être menées à tous les niveaux de notre société pour circonscrire et maîtriser ce véritable problème de santé publique dans notre pays. Spectaculaire accident de la circulation cet après-midi sur l'autoroute Matoto-Anta. L'accident s'est produit à la sortie du virage qui mène au marché Anta. Aucune perte en vie humaine ni de blessés graves n'a été enregistrée. Cet accident relance la problématique des visites techniques des véhicules et de l'octroi des permis de conduire. Le sommet du G8 a pris fin ce mardi en Irlande du Nord. Les dirigeants des 8 puissances mondiales décident de ne plus payer de rançon aux prises d'otages. C'est le premier élément de l'actualité africaine en bref et en images. Suivez la compilation de nos confrères de ITV. Les dirigeants du G8 s'engagent à refuser de verser des rançons en cas d'enlèvement de leurs ressortissants par des terroristes. Les chefs d'État et de gouvernement des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni, de France, d'Italie et de Russie se sont engagés à partager leur expertise et à s'aider mutuellement dans la résolution des prises d'otages. Ils appellent les entreprises à suivre le même principe. Nelson Mandela est toujours hospitalisé à Pretoria pour le 11e jour consécutif. Plusieurs membres de sa famille se sont succédés hier au chevet de l'ancien président sud-africain qui souffre d'une infection pulmonaire. Les dernières nouvelles fournies par sa fille Zenani semblent rassurantes. Nelson Mandela irait plutôt bien.
l'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid continue de s'améliorer, quoique toujours grave. Quelques anciens combattants congolais se sont retrouvés ce mardi à Brazzaville pour célébrer le 73e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940. La cérémonie s'est déroulée en présence d'officiels congolais et français. Une dizaine d'ex-combattants se sont vus décerner la croix du combattant volontaire de la guerre, en guise de reconnaissance des efforts fournis pour libérer la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Selon l'Office congolais des anciens combattants, entre 600 et 1000 combattants congolais y auraient perdu la vie. La Guinée est championne de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boules et pétanque. L'événement était organisé au Royaume du Maroc. Les boulistes guinéens ont battu en finale leurs homologues de l'île Maurice sur le score de 13-7. Leur retour à Conakry a été salué par une cérémonie solennelle de remise de trophées. Le récit de Omar Djeng. Une idée centrale a marqué cette cérémonie de présentation du trophée de la CAN des boules et pétanque. C'est la promotion des disciplines sportives autres que le football qui sont celles qui, de nos jours, rapportent des médailles. Au passage, l'élection au poste de vice-présidente de la Confédération africaine de lutte amateur CALA de Mme Salama Taba a été saluée, tout comme la médaille de bronze remportée par le lutteur Yamoussa Souma à l'occasion du tournoi de lutte de la CEDEAO organisé à Niamey. Autant de faits qui couronnent les activités des fédérations sportives de façon plurielle, et notamment de la Fédération guinéenne de boules et pétanque qui s'est illustrée à la Coupe du Monde de 1998 et à la CAN de 2013. Ces jeunes, malgré leur jeune âge, malgré leur expérience limitée, se sont battus corps et âme pour offrir à ce pays cette dame coupe. Les remerciements vont dans ce sens à vous, Monsieur le ministre de la Jeunesse des Sports, parce que c'est vous qui nous avez permis d'exécuter cette mission. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'intérêt que mon département suit la montée sensible et très significative des activités des fédérations sportives nationales de notre pays qui engagent depuis quelque temps des médailles et autres distinctions dérivées des victoires, dont la dernière en date est celle de l'équipe nationale de boules et pétanque qui vient de s'adjuger le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans cette discipline. Permettez-moi de saisir l'opportunité qui est offerte pour féliciter et encourager les athlètes des fédérations qui ont apporté à la Guinée 16 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 25 médailles de bronze. Que le sport de combat trouve ici l'expression de toute ma reconnaissance. Le trophée de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boules et pétanque devait enfin être remis au ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune par le capitaine de la sélection des 4 jeunes boulistes qui sont allés compétir au Maroc. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain.